pour réclamer le micro. Alors, c'est que vous avez été clair, hein, donc tant mieux. Mais ça ne me paraît pas indispensable, effectivement, d'éclaircir des points sur ce que vous venez de dire là. Alors, si j'ai bien compris, vous venez de terminer quasiment toute une période de négociation avec les pouvoirs publics pour revoir votre mode de fonctionnement. On a entendu aussi, j'ai trouvé particulièrement intéressante l'intervention du ministre du Travail sur le nouveau positionnement que le gouvernement entend donner à vos structures au sein même de l'économie, alors que jusqu'à présent, vous étiez plutôt vécu, ou nous étions plutôt vécus comme des satellites, des gens avec lesquels il fallait bien faire. Aujourd'hui, on entend vous donner une place au sein même du tissu économique. Comment vous vivez la perspective de ce nouveau positionnement et comment vous l'avez négocié ces derniers mois? On reprend dans le même ordre si ça ne vous ennuie pas? On peut reprendre dans le même ordre, mais l'idée aussi, c'est qu'on puisse avoir en Bien même sûr. temps des échanges avec la salle, parce que, comme disait Jean-Guy, on n'est même pas sûr de ce qu'on vous dit, quoi. C'est comment on le perçoit et comment on prévoit le demain. Moi, juste, je voulais, par rapport à ce que vous introduisez là, expliquer la genèse de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises d'insertion et de travail temporaire d'insertion. Nous, très rapidement, au début de la campagne électorale des dernières présidentielles, on se dit, on fait un constat qui est un constat au vitriol nous concernant, en disant finalement, on explique aux gens qu'on est les meilleurs de la planète, qu'on sait tout faire, qu'on s'est inséré, que notre modèle économique est nickel, qu'on prône le droit commun ça et là. Et en même temps, on s'aperçoit que le nombre d'entreprises d'insertion n'a quand même pas non plus été exponentiel, que dans la Fédération des entreprises d'insertion, il nous faut 65 équivalents de temps plein pour 60 000 postes, personnes qui travaillent dans les entreprises d'insertion en équivalent de temps plein. Donc, si on regarde notre modèle, on se dit finalement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur pour faire finalement assez peu d'insertion, si je veux être très méchant avec nous-mêmes. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même un constat assez fort. Et on se dit finalement, qu'est-ce qu'on a à proposer? Période de crise, la banque, c'est fini, on explique que le capitalisme, on va essayer de le réguler. Bon. Mais qu'est-ce que nous, on a à dire sur la question et qu'est-ce qu'on a envie de proposer? Et on est amené à écrire un texte qu'on a appelé un pacte pour l'insertion et l'emploi, en plusieurs points, mais qui est en gros, on ne va pas le faire là, sinon il nous faudrait la journée, mais qui était de dire, allez, chiche, changeons de braquet. Passons d'un état où il y a 50 000 personnes qui travaillent chez nous à un état où on peut proposer 150 000 personnes, sachant que effectivement la problématique de notre société était liée au fait qu'à la fois il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas forcément de travail pour tout le monde, et puis que il y a aussi une frange de la population qui sans un accompagnement très spécialisé, très spécifique, ne rentrera jamais dans le droit commun du marché du travail classique sans notre participation. Et donc ce plan, on l'a décliné en plusieurs points. Le premier point, c'est de dire sur quel marché on se positionne et sur qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Donc là, ça a été tout le secteur des filières métiers et plutôt les filières vertes, qui ont toujours été dans l'insertion des filières très, très fortes pour notre développement. Alors le vert, ça va du vert espace vert jusqu'à décomposer les ordinateurs comme le fait Envie dans le cadre des 3E et puis avec des partenaires industriels étrangers et au travers de cadres d'appel d'offres. Hein, ça peut être très, très évolué. Et donc on a décliné tout un plan en disant dans tel secteur, sur telle thématique, il y a un potentiel de développement. Premier point. Et quand on a fait ça, on a pris une option qui est de dire allons rencontrer des entreprises classiques, même des grands groupes, on n'a pas de complexe par rapport à ça, pour dire est-ce que vous êtes capable de faire des trucs avec nous et comment on le décline et quelle est votre façon d'approcher ce problème-là? Ça, c'était une première thématique du pacte. Deuxième thématique, elle a été de dire, donc c'est bien de faire du déploiement, ça fait de la quantité, et il me semble qu'il est important que dans notre secteur, quelles que soient les approches que l'on a, qui sont, pour moi, c'est dépasser l'idée de dire quelle est la différence entre un chantier, une AI, est-ce que l'un est mieux que l'autre, etc. Tout ça c'est pour nous le passé. L'idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'on est capable de proposer, comment on peut le déployer en nombre, mais aussi comment on peut le déployer en termes de qualité.
et en termes qualitatifs. Et donc le qualitatif, pour nous, c'est décliné par le développement d'un label, d'un agrément, d'une certification qu'on appelle AFAC EIETTI. Donc c'est une ISO spécialisée sur les thématiques d'insertion. Et on est allé chercher l'AFNOR pour valider cette thématique-là, parce que c'est l'enregistrement par la preuve qui est important pour nous, et par l'exemple. Et donc si c'est nous qui certifions nous-mêmes notre propre système, on dit bon, c'est sympa, mais bien sûr tout le monde va être certifié. Et là, on a pris une deuxième claque, puisqu'en fait il y a en gros 10% de la fédération qui est certifiée à ce jour. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que 10% de bons élèves, ça veut dire aussi qu'on doit, nous entrepreneurs, s'interroger sur la mise en œuvre de notre projet, sur comment on l'améliore, quelles sont les parties prenantes à notre projet, comment on intègre les territoires, comment on intègre nos salariés aussi en insertion sur les questions qui les concernent, etc., etc. Donc tout ce travail-là dans le pacte, on l'a initié. Il est loin d'être terminé, mais il est initié. Troisième volet fort, et puis après j'arrête là-dessus, c'était de dire comment on arrive à approcher le monde de la finance pure et dure. Alors, certains l'appellent finance solidaire, etc. Bon, tout ça, c'est des nuances, mais enfin, c'est des financiers, c'est des gens qui traitent de l'argent, quoi. Et quand on traite de l'argent, on a souvent les mêmes démons qui viennent et les mêmes nos automatismes, même quand on parle de finance solidaire. Et donc, on a développé toute une armada de partenariats et aussi de discours, parce que c'est la façon dont on parle à ces gens-là pour dire, ben, venez nous accompagner à développer, parce que finalement, là, ici, on a un exemple, ça fait 20 ans qu'il existe, d'autres entreprises existent depuis 30, 40 ans, 20 ans, entre 20 et 40 ans. Eh ben, donc, finalement, c'est risqué, mais enfin, c'est quand même un peu maîtrisé, qu'on est capable, c'est viable, et que donc, le monde de la finance peut venir nous aider à développer ce secteur-là. Je m'arrête sur ce point-là. La réforme aujourd'hui, moi, je vais être encore méchant, mais cette réforme, pour nous, elle a plein de points positifs. D'abord, le modèle de l'entreprise d'insertion n'est pas remis en cause, et on se dit, bah, finalement, l'aide au poste et l'accès au droit commun, c'est plutôt le modèle qui a été choisi. Donc on se dit, ça n'a pas grand changement pour nous. Nous, on avait plusieurs revendications. La première, c'était augmenter le nombre de postes, parce que sinon, mon pacte pour l'insertion et l'emploi, il ne sert à rien. Si on joue dans le même bac à sable et qu'on n'a pas l'ambition d'aller dans un bac à sable un peu plus large, ok, on va nous dire vous êtes des entrepreneurs sympathiques, bon, quand ça marche, c'est très bien, mais quand ça marche pas, dire, vous savez, oui, vos modèles sont pas très fiables. Bon, donc changer le bac à sable, c'était plus de postes. Et donc, actuellement, on s'aperçoit qu'effectivement, dans cette réforme, il est prévu quelques postes en plus qui sont... Alors, c'est peut-être symbolique, mais pas pour ceux à qui... pour ceux où les postes manquaient. Il y a de l'oxygène qui a été donné. Premier point positif, et je commence par celui-là. Deuxième point positif, c'est que depuis plusieurs années, on avait un problème de montant de l'aide au poste, et que là, il y a un certain nombre de pistes. Alors, bon, c'est pas mirobolant, puisque ça faisait 12 ans qu'on était payé au même prix pour faire la même prestation. En même temps, on a une indexation sur le coût de la vie qui va être prise en charge. Il va y avoir une modulation qui est un bonus. Il y a des perspectives qui nous font dire que finalement, il y a un rattrapage progressif qui est en train de s'opérer, y compris sur le montant de l'aide au poste. Deuxième point positif. Troisième point positif, c'est la sortie des fonds, ces fameux fonds FSE qui étaient utilisés en leur tordant un peu le cou pour payer les aides au poste. Bon, ça devient technique. Et ça, c'est aussi acté. Ce seront que des fonds français, de l'État français, qui financeront. Les fonds européens ne financeront plus l'aide au poste socle. Peut-être que le financeront par contre des projets spécifiques, etc. Et c'est encore un point positif. Mais au-delà de ça, parce qu'après, il y a plein de points négatifs. C'est-à-dire, un point négatif, c'est l'administration française. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des usines à gaz pour évaluer tous ces trucs-là. Et donc, finalement, à partir d'un bon acte indiqué par un ministre, la mise en œuvre va être tellement complexe qu'au final, on dit, allez, démerdez-vous, on ne sait plus faire. Et donc, moi, le message que j'ai envie de passer à ce moment-là, c'est de dire que, de toute façon, ce que je constate dans nos réseaux et dans nos fédérations, c'est qu'on est parfois, ou même très souvent, un peu en attente par rapport au pouvoir politique et au pouvoir public. Il faut qu'on soit force de proposition, il faut qu'on soit impertinent, il faut qu'on aille nous-mêmes développer ces projets-là. Alors après, en utilisant tous les dispositifs qui existent, parce que de l'argent, il y en a quand même, mais c'est à nous de prendre les choses en main et de montrer que nos modèles sont des modèles économiques, des modèles à vocation sociale et à vocation exclusive sociale. Même dans une entreprise d'insertion, la mienne, c'est une SAS. J'en ai marre qu'on me dise en permanence, monsieur, enfin quand même une SAS dans votre secteur, faites du business et du pognon sur les pauvres. Alors, j'ai décidé de ne pas être pauvre moi-même pour m'occuper des pauvres. C'est louable, je veux dire, c'est pas gênant. Mais dans les statuts de mon entreprise, c'est inscrit que les dividendes, on ne peut pas les donner dans telle et telle condition. C'est inscrit que la finalité de l'entreprise, elle est exclusivement, c'est pas éventuellement, exclusivement sociale. Donc ça, c'est des étapes pour nous où il faut qu'on se décomplexe sur ces thématiques-là, qu'on aille chercher l'argent
l'argent de la finance pour aller développer nos modèles et qu'on soit force de proposition pour qu'on puisse montrer à l'État que nos dispositifs sont efficaces économiquement, efficaces socialement, efficaces sur les territoires et avec les parties prenantes de ce territoire. Ça, c'est un sujet qui doit être mis au centre de notre préoccupation. J'en veux pour preuve le rapport IGAS-IGF qui a été la base de la réforme de la réforme proposée, qui a juste oublié dans les 2500 pages de rapport qu'ils nous ont fait, il y en avait moins, mais ici on est à côté de Marseille, donc on aime bien augmenter, il a juste oublié la dimension économique de nos structures, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et donc, notre acte d'insertion se fait dans le champ de l'économie, dans un champ économique, donc qui produit une valeur économique et sociale. Le spectre de l'IGAS n'a regardé uniquement la dépense publique. Qu'est-ce que ça coûte à l'État? Mais le gain, pas que indirect, direct pour les territoires, direct pour l'emploi local, direct pour l'économie locale, n'a absolument pas été examiné. Ce qui me fait dire qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui pour exister plus que ce qu'on est, pour sortir de notre secteur un peu restrictif parfois, d'intensifier nos argumentaires, de les mutualiser et de les compléter pour qu'on puisse gagner les batailles à venir et faire que cette réforme soit quelque chose qui soit autre chose que quelques euros de plus pour les entreprises d'insertion ou les autres structures. Ok, je vous remercie beaucoup. Je crois quand même qu'on peut souligner, ce n'est pas du tout le type de réponse que j'imaginais que vous feriez. Quand je vous posais la question de l'époque charnière et de la réforme, vous me répondez, mais au moment de la campagne des présidentielles, on a saisi l'opportunité, on s'est situé dans l'actualité pour faire des propositions, et ces propositions ont en partie été retenues avec quelques, vous le disiez très bien, avec des points positifs, des points qui sont malheureusement moins positifs. Sur les autres réseaux, de quelle façon vous avez vécu ou vous vivez la période charnière actuelle? Alors, nous, de notre côté, on le vit comme une opportunité aujourd'hui. C'est vrai que, je ne veux pas revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été amenés par Laurent, parce que, en fait, on ne se voit pas souvent dans cette configuration, mais on se voit très souvent, en fait, par rapport à un certain nombre de thématiques. J'imagine simplement une question, pour moi, simplement, quand Laurent évoquait un pacte, le pacte, c'était uniquement pour votre réseau ou c'était interréseau? On l'a écrit dans notre entreprise, dans nos entreprises, dans notre fédération, oui, parce qu'on avait à nous retrouver nous-mêmes. Parce que nos réseaux, ils ont aussi leur crise. Bien sûr. Et après, on a ouvert le champ. D'ailleurs, Chantier École est venu avec nous et on a porté ce pacte. Et donc, ensemble. Au final, ce pacte a été signé par l'actuel président de la République, plein de patrons d'entreprise, des syndicats, etc. Mais les signatures n'engagent que ceux qui les croient. Donc après, maintenant, on est dans. Mais c'était une première étape importante de notre façon d'intervenir sur les territoires et d'être force de proposition. Et le but, il n'est pas de rester, nous, dans nos entreprises d'insertion, en disant on a le meilleur modèle, on est les plus beaux de la planète. L'idée, c'est bien de pouvoir ouvrir le champ et puis d'accepter aussi une façon de voir les choses un peu différente. C'est ce qu'on a fait avec Chantier École et avec d'autres. Avec Chantier École, on a développé cette thématique. Merci, excusez-moi. Oui, donc je disais une opportunité par rapport à notre secteur. Parce qu'aujourd'hui, avec ce projet de réforme, on a la possibilité, notamment, d'une étape supplémentaire par rapport au travail de structuration et de développement du secteur, et notamment des actions qui sont mises en place. Donc, lorsque, je dirais quand on a la chance de pouvoir aller rencontrer les acteurs dans différents départements, on se rendait compte donc, que sur la même structuration, par rapport à la même mission, donc, qui est d'encadrer, d'accompagner, de former des salariés en insertion, on avait des situations qui étaient très disparates, donc, parce qu'on avait des modalités de financement qui étaient très différentes, donc d'un département à un autre, mais pas uniquement du fait des collectivités territoriales, mais aussi parce que l'État lui-même, dans les différentes régions ou dans différents départements, n'a pas la même politique de financement pour des actions, même s'il s'agit du même type d'action et si les moyens qui sont mis en place sont les mêmes. C'est toujours bien à dire. Pour moi qui suis fonctionnaire territorial, un jour je serai fonctionnaire d'État quand je serai grand, mais c'est toujours curieux d'entendre qu'effectivement l'État agit différemment suivant les territoires. Tout à fait. Donc, il nous semblait donc important par rapport à l'évolution au niveau du secteur, donc tout le travail qui a été demandé pour les structures et pour les acteurs de se
professionnaliser, de développer des compétences et d'améliorer la qualité des actions, de pouvoir mettre en face une organisation et des modalités de financement et de négociation et de conventionnement avec notamment l'État, qui est un des financeurs, qui n'est pas le seul financeur du secteur, mais qui est un des financeurs importants, qui soit beaucoup plus adapté aujourd'hui à la réalité, à l'évolution des actions et qui permettent au secteur de continuer à se développer. Donc le mode de fonctionnement, de financement des satellites chantiers d'insertion tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus du tout adapté, avec d'un côté un financement dépendant fortement des contrats aidés sur lesquels les structures peuvent accéder, mais la gestion des contrats aidés est une gestion très conjoncturelle. Donc, on sait que parfois des structures se sont trouvées confrontées avec une politique de stop and go à certains moments parce que la gestion de l'enveloppe des contrats aidés n'était pas forcément adaptée par rapport à la réalité au niveau des structures, et aussi un financement par le biais de l'aide à l'accompagnement qui ne prenait pas en compte la réalité et des structures et des actions telles qu'elles se mettaient en place. Donc pour nous, l'opportunité de cette réforme était aussi de pouvoir adapter ces modalités de fonctionnement, de financement pour pouvoir permettre aux structures de mieux pouvoir organiser et mettre en place leur développement. Okay. Et en même temps, donc là où nous en sommes aujourd'hui, à vous entendre, il semble que l'horizon se dégage un peu. Enfin, c'est pas le paradis pour demain, mais vous y voyez un peu plus clair. L'horizon, c'est-à-dire les modalités de financement de l'État va changer profondément en tout cas pour les ateliers chantiers d'insertion à partir de 2014. Donc okay. avec un mode de financement, d'intervention, de financement de l'État qui va changer, et aussi ce qui va amener les structures à changer donc, de mode de fonctionnement, puisque du coup, on va abandonner l'accès au contrat CUI-CAE pour les salariés en insertion, mais passer au CDDI. Donc, ce qui va aussi constituer CDDI, donc le contrat à durée déterminée d'insertion. Donc, qui a la particularité par rapport au contrat CUI-CAE, le contrat unique d'insertion actuellement, c'est que ça rapproche encore beaucoup plus les salariés du droit commun, avec notamment tous les droits et les obligations qui sont liés à ce contrat-là, ce qui n'est pas sans impact sur les structures par ailleurs, y compris en termes d'organisation, en termes de dialogue social et en termes de financement, mais qu'on est en train de voir un peu comment accompagner toute cette évolution, mais qui va dans le sens des travaux menés par notre secteur depuis un certain nombre d'années, avec la création d'une branche professionnelle et la création du dialogue social interne au secteur des ateliers chantiers d'insertion. Ok, merci bien. Au sein du réseau CORAS ? Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. En ce qui concerne le CORAS, c'est vrai que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est un réseau qui s'est appuyé sur les associations intermédiaires, mais on n'est pas un réseau exclusivement d'associations intermédiaires. L'enjeu, c'est faire du développement économique sur les territoires. Ça, c'est la spécificité, je crois, de notre réseau. Quand même, si je regarde par rapport au-delà des évolutions qu'il y a eu sur les EI, les ETTI, les revalorisations, un grand changement quand même aussi pour les chantiers d'insertion, dans le fait de passer des contrats aidés à des CDDI, ça change de posture l'entreprise. D'accord ? Ça veut dire que du coup, elle a des salariés à part entière. Ce qu'on défend au niveau du CORAS, c'est de tendre de plus en plus vers le droit commun pour l'ensemble des salariés. On ne peut pas avoir d'un côté des salariés dits en précarité, qu'on maintient en précarité d'une certaine manière, si on n'utilise pas des contrats qui se rapprochent du droit commun au maximum. Ce qui va dans le sens de ce qu'exposait tout à l'heure le ministre en disant votre place, c'est dans le tissu économique, et donc il semble cohérent que les salariés en insertion aient un contrat qui ressemble le plus possible à ceux du monde économique traditionnel. Tout à fait. Et ça, quand je dis ça, une évolution pour les entreprises qu'on gère, c'est une évolution aussi dans les logiques de représentation des salariés, dans la démarche participative des salariés, c'est tout ça qui est en jeu. Alors les entreprises d'insertion étaient déjà dans cette logique-là, les chantiers vont y basculer. Les ETTI, bon, il n'y a pas d'évolution particulière sur les ETTI après les négociations, donc on soutient tous à un moment donné cette évolution financière. Pour les associations intermédiaires, quand même, c'est une vraie avancée. C'est-à-dire qu'on sort d'une aide forfaitaire arbitraire, parce que je crois qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, les financements des associations intermédiaires, c'est variable d'ajustement par rapport aux autres dispositifs. D'accord ? La vraie évolution, c'est que là aussi, on part sur une aide au poste. Ça veut dire du coup qu'au-delà de l'enveloppe qui est globalement sur les associations intermédiaires, on gagne 50% en termes de montant. Mais avec des disparités sur les territoires, on en est bien conscient.
Parce que, du coup, les petites structures qui bénéficiaient du plafond de 30 000 euros, demain, elles vont se retrouver pénalisées parce qu'elles seront, je ne vais pas rentrer dans les calculs, mais elles risquent d'être pénalisées. Mais quand même, c'est une vraie avancée aussi pour les associations intermédiaires et que ça ne serve plus de variable d'ajustement. Ça, c'est un enjeu important aussi pour les dispositifs. Donc, je parlais de la logique non seulement financière. Je rebondis sur ce que disait Laurent tout à l'heure. La difficulté quand même qu'on a eu d'entrée, c'est que l'entrée du rapport IGAS, c'est une entrée financière. D'accord ? C'est comment on va gérer des budgets. Et on ne gère pas que des budgets, on gère des hommes derrière. Donc c'est aussi comment, dans les autres thématiques, on va pouvoir aussi prendre en compte les individus et la responsabilité que nos entreprises ont, à un moment donné, sur l'accès à l'emploi pour tous. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. D'où l'importance pour nous aussi de défendre le droit commun pour l'ensemble des salariés. Et puis cette réforme, ce n'est pas une finalité. Je ne veux pas anticiper sur rêver l'insertion de demain, mais je crois qu'en particulier pour les associations intermédiaires, mais sur tous les outils, moi je dis on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que tout est acquis. Il y a des négociations encore, hein, rien n'est acquis pour 2014. On a encore un prochain CNIAE le 27, du coup, ça a été décalé. On va voir comment les arbitrages sont faits. Et puis, le combat, il n'est pas fini. Le combat, à un moment donné, il va se faire en 2014. On revient sur la revalorisation indexée des postes, etc. Mais aussi sur l'évolution de nos structures. L'association intermédiaire, j'y reviens, d'aujourd'hui, ça ne sera pas de celle de demain. Il faut regarder aussi en face les choses. Aujourd'hui, à travers un certain nombre de cadres juridiques, avec la loi sur la sécurisation des parcours, ça met en porte-à-faux, à un moment donné, les associations intermédiaires. Il faut qu'aussi on réinterroge notre projet. Pour qu'on ait aussi des propositions, et au CORAS, on s'engage pour fin 2014, faire des propositions sur une nouvelle association intermédiaire, qui se rapproche au maximum sur une responsabilité partagée et sur la logique de faire accéder au maximum sur le droit commun. C'est ça le souci qu'on doit avoir. Ce n'est pas d'être rêvé l'insertion par l'activité économique. L'enjeu, il n'est pas l'insertion par l'activité économique. Je rappelle que l'enjeu, c'est des hommes et des femmes qui sont sur nos territoires. Voilà. Ok, merci.